Bonjour, bienvenue à Distanciation sociale, l'émission spéciale des journalistes de RAD en ces temps de COVID-19, 6e épisode. Aujourd'hui à l'émission, on a maintenant plus d'1 million de cas de COVID-19 à travers le monde. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle un taux de mortalité aussi bas? Et c'est pas juste le coronavirus qui prolifère, les fausses nouvelles aussi. Tu rajoutes-tu une guitare par chou? Parce que là, on y va pour vrai, là. On est en direct, Nico. Ouais. We're live. We live. Autour de la table virtuelle aujourd'hui à l'émission, Nicolas Femme, dont on célèbre le grand retour. Allô? Étienne Leblanc, journaliste spécialisé en environnement, mais qui aujourd'hui ne nous parlera pas d'environnement. Allô? Et Bouchra Watik, la chasseuse de fausses nouvelles. Bonjour. Alors tout d'abord, le bilan du jour. Nicolas, aujourd'hui, on a atteint le triste jalon du million de cas de COVID-19 à travers le monde. Oui, il y a les États-Unis qui en ont près du quart, Olivier. Ils sont suivis par l'Italie et l'Espagne qui en ont chacun plus de 110 000 cas répertoriés. Ça, évidemment, c'est à l'heure où on enregistre l'émission, soit à 15h30. La COVID-19 a maintenant fait plus de 50 000 morts dans le monde. Au Canada, on est à 11 118 cas, soit 1 397 de plus qu'hier, et on compte 161 morts au pays. Au Québec, c'est 5 518 cas de COVID-19 qu'on a, soit 907 de plus qu'hier. Et c'est l'augmentation journalière la plus élevée jusqu'à maintenant. Il y a aussi 36 morts dans la province. Ce pourquoi le gouvernement du Québec a annoncé aujourd'hui qu'il allait serrer la vis. Parce qu'il y a encore des rassemblements, il y a encore des entreprises qui restent ouvertes sans offrir de services essentiels. Alors, le premier ministre Legault a dit qu'il a demandé aux policiers d'intervenir davantage et de donner plus de contraventions qui peuvent atteindre, je vous le rappelle, jusqu'à 6 000 $. C'est tout ce que méritent les gens qui ne respectent pas les consignes. François Legault a aussi mentionné qu'il y a eu dans la seule journée d'hier 7 000 dénonciations citoyennes à la police. Sinon, du côté d'Ottawa, rien de bien nouveau, si ce n'est qu'on a mobilisé des centaines d'entreprises canadiennes pour produire ce matériel médical dont on risque de manquer prochainement. D'ailleurs, Justin Trudeau a aussi souligné qu'on reçoit ces jours-ci des millions de masques achetés à l'étranger. Ouais, parce que il y a quelque chose d'assez troublant avec le matériel médical, avec les masques. On apprenait via, surtout les médias français, là, qui ont révélé ces derniers jours qu'il y a vraiment une guerre, en fait, entre les pays pour le matériel médical et pour les masques. Oui, c'est ce qu'on a lu aujourd'hui, c'est qu'il y a des Américains qui achètent directement sur le tarmac des aéroports des équipements médicaux qui allaient s'envoler vers d'autres pays. Ils les payent comptant, souvent le double ou le triple du prix. Et ce n'est pas les seuls à faire ça, les Américains. D'ailleurs, notre collègue Thomas Gerbet a confirmé aujourd'hui qu'il y a des détournements du genre vers le plus offrant qui sont aussi survenus avec du matériel qui était destiné au Canada. Merci Nicolas. Cette bataille autour du matériel, ça se joue aussi entre les pays européens qui font pourtant partie de l'Union européenne. Un exemple parmi d'autres, l'Allemagne a bloqué l'exportation de matériel médical vers l'Italie, qui était à ce moment-là le pays le plus touché par la crise. L'Allemagne est 5e dans le classement des pays avec le plus grand nombre de malades, mais l'Allemagne compte un taux de mortalité beaucoup plus bas que celui de ses voisins. On en parle avec Étienne Leblanc qui a écrit un papier sur ça aujourd'hui. Étienne, d'abord, quelques chiffres peut-être. Là, comment se compare l'Allemagne par rapport aux autres pays? Pour ce qui est du taux de mortalité, effectivement, comme vous le disiez, c'est vraiment plus bas. L'Allemagne a à peu près un taux de mortalité de 1%, c'est-à-dire que une personne infectée sur 100 meurt en Allemagne, alors qu'en Italie, c'est 12%, donc 12 personnes infectées sur 100. En France, par exemple, juste à côté quand même, hein, c'est vraiment le voisin immédiat de l'Allemagne, le taux de mortalité est à peu près de 7%. Donc, on voit qu'il y a autant de cas, sinon plus de cas en Allemagne que dans bien des pays. Vous le disiez, 5e dans le monde en termes de nombre de cas, mais il y a beaucoup moins de personnes qui meurent de la maladie pour toutes sortes de raisons. L'Allemagne est pas parfaite là, dans la gestion de cette crise-là, mais a fait des choses quand même qui font en sorte qu'il y a moins de victimes aujourd'hui que dans d'autres pays. Et c'est quoi ces actions-là qu'elle a posées? Comment est-ce qu'on explique l'exception allemande? Toutes sortes de choses. D'abord, ils ont regardé ça venir de la Chine très tôt. Il y a eu un premier cas déclaré à fin janvier en Bavière, en Allemagne. Et tout de suite, on a déployé
un arsenal de moyens. Par exemple, vous organisiez une réunion quand c'était encore permis d'avoir des rassemblements publics, un spectacle, un concert, une pièce de théâtre. Vous étiez obligé de faire une liste de toutes les personnes qui étaient dans ce rassemblement, de prendre leurs coordonnées. Au cas où si quelqu'un dans tout ce groupe était déclaré positif, on pouvait contacter toutes les personnes et les tester. Et donc, c'est comme ça au début qu'on a déployé un arsenal de moyens pour être certain que on était en contact avec tout le réseau social de chaque personne qui était infectée. Et ça a été très efficace parce que tout de suite, quand on a attrapé des gens, si vous voulez, on les a mis en quarantaine. Et donc, on a un peu bloqué la propagation de cette maladie. Et surtout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surtout attrapé des jeunes. Et les jeunes, on se rend compte que ce sont des vecteurs de la maladie très importants. Et en Allemagne, c'est surtout ça qu'on a fait. En fait, il y a une majorité de gens qui ont été infectés en Allemagne, qui sont jeunes. Et donc, on s'est retrouvé à protéger, si vous voulez, un peu les personnes âgées qui sont vraiment les personnes les plus vulnérables. Il y avait un ciblage méthodique des personnes à tester, mais il y a eu aussi un nombre de tests déployés assez important. Là. Les Allemands ils sont vraiment au devant de la recherche scientifique sur le coronavirus. En 2003, quand il y a eu le SRAS qui est arrivé et qui nous a touchés ici au Canada, mais dans certains pays d'Asie, en Europe aussi, un virologue assez connu en Allemagne a travaillé sur le virus, a été le co-découvreur de l'ADN de ce virus qui a permis de trouver, dans le fond, un traitement éventuellement pour guérir de ça. Ça a été très utile. Et c'est une personne qui est très en vue en Allemagne, un scientifique qui est très connu, qui a une certaine influence politique aussi, si vous voulez, ce qui a fait en sorte que suite à ce grand succès scientifique, si on veut, eh bien, on a déployé des laboratoires et on a entre autres ouvert un laboratoire sur les coronavirus. Et au fil des ans en Allemagne, on a développé une expertise sur les coronavirus. Donc, quand on a vu arriver ce nouveau coronavirus au mois de janvier de l'Asie, et tout de suite, on a déployé les laboratoires, on a mis des tests en place. Et aujourd'hui, ça va très vite en Allemagne, on teste 500 000 personnes par semaine. Ce qui veut dire que quand on arrive donc à savoir le plus possible qui est infecté, et dès que ces personnes-là sont infectées, sont mises en quarantaine. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit. Plus on teste, plus on va attraper les gens qui sont infectés, plus on pourra les isoler et moins la maladie va se propager. Oui, et il y a une inquiétude ici, notamment dans les foyers pour personnes âgées, quant à savoir si des employés seraient vecteurs de la maladie et peuvent la rentrer dans les foyers pour personnes âgées et donc devenir cette espèce de courroie de transmission-là. Là-bas, en Allemagne, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé sont testées quotidiennement, c'est ça? C'est pas dans toutes les régions. Il y a des régions qui sont ciblées là où il y a des foyers. Et dans certaines régions, donc, à tous les matins, tout le monde qui travaille dans le domaine de la santé, que ce soit donc dans un centre pour personnes âgées, dans un hôpital, etc., se fait tester. Et ce qu'on a développé en Allemagne aussi, c'est la rapidité des tests. Donc, ils se font tester le matin et le soir, le résultat arrive. Et donc, à tous les jours, ils savent s'ils sont porteurs ou pas de la maladie, ce qui empêche, dans le fond, une transmission dans un CHSLD allemand, si vous voulez. Et comme tu l'as dit, c'est vraiment un problème très, très grave. Ici, on commence à s'en rendre compte. Alors là-bas, ils ont coupé ça court et ils testent donc tout le personnel de santé. Et j'ai comme l'impression que c'est une mesure qui va peut-être venir ici là avec ce qu'on voit, ce qui est en train d'arriver. Une capacité médicale, un réseau de la santé qui me semble très solide aussi, là, qui lui permet ou lui permettra d'absorber le pic de la courbe éventuellement. Oui, je ne sais pas si vous avez vu les images d'hélicoptères qui transportaient des patients français, donc de l'Est de la France, vers l'Allemagne. Ça veut dire que l'Allemagne accueillait des patients français qui provenaient d'hôpitaux à Strasbourg, par exemple, en Alsace, où les hôpitaux étaient complètement débordés. Donc, les Allemands ont plus de lits par habitant en soins intensifs. On dit que ils ont à peu près 29 lits par 100 000 habitants pour ce qui est des soins intensifs. Souvent, donc, ce sont des lits qui sont attachés à des appareils respiratoires, ce qui est très important dans les cas sévères. Alors que d'autres pays, par exemple, comme le Canada, c'est environ 9 lits et demi par 100 000 habitants. Et au Québec, est-ce qu'on a le chiffre?
Québec, c'est à peu près comme le Canada. Donc, au Québec, les derniers chiffres, c'est 11 lits de soins intensifs par 100 000 habitants. Donc, c'est presque 3 fois moins que l'Allemagne, c'est ça? Oui, exactement. Merci, Étienne, c'est bien apprécié. Alors, comme je te disais, tu repasses quand tu veux parce que à distanciation sociale, on n'est pas sorteux. Merci. Il y a beaucoup de fausses nouvelles en lien avec le coronavirus. J'ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui à ma collègue Bouchra Watik des Décrypteurs qui nous a fait un recueil de certaines des fausses nouvelles les plus courantes depuis le début de la crise. Bouchra Watik, bienvenue à Distanciation sociale. Salut. Tu travailles au Décrypteur. Vous, votre métier, c'est de débusquer les fausses informations qui circulent sur Internet. Et depuis le début de la pandémie actuelle, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent. Oui, écoute, on n'a jamais reçu autant de questions du public sur un sujet que sur le coronavirus. Pourquoi est-ce que la pandémie est un terreau fertile à ce type de nouvelles-là, de rumeurs-là, à la prolifération de ces fausses rumeurs-là, ces fausses nouvelles? Mais écoute, premièrement, les gens ont vraiment peur. Tu sais, on voit dans les nouvelles tous les jours que des gens tombent malades, que des gens meurent. Donc, évidemment, les gens veulent se protéger à tout prix. Puis, ça fait que quand ils reçoivent des informations, des choses à faire pour pas tomber malade, les gens prennent pas toujours le temps de les vérifier. Ils se disent, je vais le partager, je prendrai pas de chance. Je vais le partager, puis au pire, si c'est faux, c'est pas plus grave que ça. Mais évidemment, ça pose problème quand on partage des fausses informations. Il y a aussi le fait que les gens surestiment parfois leur compréhension de la science puis de la médecine et tout ça. Donc, on voit beaucoup de vidéos faites par des gens qui sont pas du tout des experts, mais qui pensent avoir compris quelque chose et là, qui vont faire une vidéo de 20 minutes pour expliquer ce qu'ils ont compris. Donc, ça aussi, c'est un autre phénomène. Et puis, évidemment, quand on a une crise comme ça fait ressortir les tendances un peu complotistes, conspirationnistes de la société. On voit quand il y a des attentats, on voit quand il y a des épidémies. Les gens commencent à douter de ce que les autorités leur disent. Ils pensent que les gouvernements leur mentent. Donc, ça aussi, ça fait ressurgir des fausses informations. Et puis, évidemment, les réseaux sociaux, à chaque année, il y a de plus en plus de désinformations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a de plus en plus de réseaux sociaux. On voit même des choses, par exemple, sur TikTok. Donc, chaque nouveau réseau social amène son lot de fausses nouvelles. Ah, j'ignorais que TikTok avait également cette vertu, mais c'est pas vraiment une vertu, là, mais cette caractéristique de propager des fausses nouvelles. Tu nous as préparé un genre de palmarès des fausses nouvelles les plus populaires ou les plus dangereuses qui ont circulé depuis le début. Donc, au sommet de ton palmarès, qu'est-ce qui règne? Mais c'est une vidéo qu'on a reçue là, peut-être entre 50 et 100 fois, je dirais, durant la semaine dernière. C'est un homme qui fait une vidéo d'une 20aine de minutes pour parler des dangers du coronavirus. Donc, cet homme-là, il se présente comme venant de la Suisse et à première vue, ça a l'air d'être un expert, mais quand on fouille un peu, on se rend compte que c'est en fait un ex-importateur d'ananas qui se dit scientifique autodidacte, donc il a appris ça par lui-même. Et lui, ce qu'il dit qui est vraiment inquiétant, c'est qu'il dit que quand on est réinfecté par le coronavirus, donc une deuxième fois, on peut en mourir, on peut avoir des hémorragies, un arrêt cardiaque. Et la deuxième vague d'infection est celle qui est véritablement létale. Et puis ça, mon collègue Jeff Yates a vérifié avec une immunologue et a dit que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se peut que des gens soient infectés plus d'une fois, mais généralement, il y a une petite immunité qui se construit. Donc ça a fait peur à beaucoup de gens, cette vidéo-là. Un autre truc qu'on a vu beaucoup circuler, on a encore reçu à RAD un courriel là-dessus pas plus tard qu'hier, c'est sur le lien entre la technologie 5G et l'apparition du virus. Mais c'est ça, en fait, c'est deux vidéos qu'on a reçues quelques dizaines de fois, puis il y a des gens qui disent que la 5G, ça serait ça la vraie cause de la COVID-19. It's called 5G, where they now have 20,000 radiation emitting satellites. Les explications sont toujours un peu confuses parce que, évidemment, c'est des explications qui reposent sur rien. Il n'y a aucune science qui dit que la 5G cause le coronavirus ou la COVID-19, mais il y a des gens qui disent que l'épidémie serait apparue en même temps que la 5G, que ça détruirait les cellules et puis que ça mènerait à ce virus-là. Donc, encore une fois, un ramassis d'un peu n'importe quoi, mais qui fait peur aux gens qui pensent que c'est vrai. J'espère que les gens vont se réveiller face à cette fraude qui se joue dans le cadre de l'agenda 2020-2030, car ce n'est certainement pas une blague. Pour d'autres,
le coronavirus, aurait été créé en laboratoire. Et ça, c'est une théorie qui circule partout là, sur la planète. Oui, ça circule depuis, en fait, on en a vu depuis le mois de janvier. Puis ça vient surtout du fait que les gens comprennent un peu mal la notion de brevet en sciences. Donc, si tu cherches des brevets sur Internet avec le mot coronavirus, tu vas en trouver quelques-uns. Donc là, il y a des gens qui trouvent ça et qui se disent, ben, qu'est-ce que ça veut dire un brevet? Ça veut dire qu'on a inventé le coronavirus en laboratoire. Vous commencez sur la première page, on trouve les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. C'est pas ça que ça veut dire. En fait, c'est que quand on fait de la recherche sur un virus pour comprendre sa séquence génétique ou encore pour développer un vaccin, ben ça arrive que les chercheurs brevettent les étapes de leur recherche ou brevettent leur méthode pour développer le vaccin. Ça veut pas dire qu'ils ont inventé le virus. Puis la deuxième confusion, c'est que ces brevets-là, parfois, ils datent de 2004-2005. Donc là, les gens se disent comment ça se fait qu'un brevet en lien avec le coronavirus qui date d'il y a 15 ans, bien, c'est parce qu'il y a eu d'autres coronavirus avant celui-ci. Un des plus connus, c'est le SRAS en 2002-2003. C'était aussi un coronavirus. Donc, c'était pas celui qu'on connaît maintenant. Et puis, aucun de ces virus-là a été inventé ou manipulé par l'humain. C'est un virus complètement naturel. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y en a de la bonne, de l'information produite par des médias crédibles, par des vulgarisateurs scientifiques, mais il y a aussi des fausses nouvelles, des rumeurs. Comment est-ce qu'on fait pour distinguer le vrai du faux, là? Si je suis monsieur, madame, tout le monde, là, puis devant mon Facebook, comment je fais pour trier? Mais en fait, on a préparé un petit guide justement là en 6 étapes très simples pour que les gens puissent vérifier eux-mêmes. Première étape qu'on dit aux gens, c'est regarder si on en a déjà parlé aux nouvelles. Donc souvent, sur Radio-Canada, on va déjà avoir vérifié, soit au décrypteur ou soit d'autres articles vont déjà avoir vérifié l'information. Deuxième étape que les gens peuvent faire, c'est d'aller voir que disent les autorités en santé publique. Donc, le gouvernement du Québec, l'Agence de la santé publique du Canada, l'Organisation mondiale de la santé, ces organismes-là ont tous des pages avec que faire pour se protéger, que faire si on pense être malade. Donc, pas besoin de suivre des chaînes de courriels ou des messages envoyés par des gens que vous connaissez pas. Ensuite, on demande aux gens donc d'aller voir si le site ou le lien qu'on leur a envoyé est fiable. Puis ça, on donne des petits trucs pour savoir si c'est un site qui est fiable ou si c'est un site douteux. Les gens peuvent aussi nous écrire au décrypteur. Donc, on a tous les jours des dizaines de questions de gens. Puis quand on voit que on reçoit beaucoup de la même question, bien, on fait un article là-dessus, puis on vérifie l'info. Et puis, si les gens ne sont pas certains, donc de ne pas le partager jusqu'à temps qu'ils soient certains, et s'ils se rendent compte que c'est faux, d'aller dire à la personne de qui ils l'ont reçu que l'information est fausse. Donc, respectueusement, là, de ne pas la traiter de non, parce que si on ne dit pas à la personne de l'envoyer que c'est faux, bien, elle va continuer à l'envoyer à d'autres gens. Donc, un peu de se vacciner puis de s'immuniser contre cette pandémie de désinformation qui est vraiment du jamais vu là, dans le travail qu'on fait. De faire un peu le même principe qu'on fait avec le virus lui-même, c'est-à-dire de remonter à la source de la contamination. Exact. Bouchra Watik, merci beaucoup pour ta collaboration. On va placer le lien vers le groupe Facebook des décrypteurs en commentaire sous la vidéo. Comme ça, les gens pourront aller voir qu'est-ce qui circule de faux sur Internet. Merci. Salut. Et voilà, c'est ce qui complète le 6e épisode de Distanciation sociale. Il y en a beaucoup peut-être parmi vous qui ont perdu leur emploi. Pour ceux qui auraient des questions sur la prestation canadienne d'urgence, qui est la mesure pour venir en aide aux travailleurs, il y avait un segment très intéressant ce matin à la radio du journaliste économique Gérald Filion à l'émission de Penelope McQuaid. On va en placer les références en commentaire sous la vidéo. Gérald répondait aux questions des auditeurs qui sont peut-être vos questions aussi, donc peut-être que ça pourrait vous être utile. On va placer la référence en commentaire sous la vidéo. Je voudrais remercier toute l'équipe qui travaille devant et derrière la caméra pour rendre cette modeste émission possible. Merci à vous aussi à la maison. Et je vous souhaite une bonne soirée en vous rappelant les consignes d'hygiène de base. On se lave les mains et on tousse dans le coude lorsqu'on a envie de tousser. On tousse pas dans le coude lorsqu'on n'a pas envie de tousser. On tousse pas en général lorsqu'on n'a pas envie de tousser. Au revoir!